bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sera remis demain à Paris en présence du chef de l'État ivoirien. Les lauréats sont le maire de la ville de Lampedusa et l'ONG SOS Méditerranée pour leurs actions en faveur des réfugiés. La Côte d'Ivoire ne court aucun risque de surendettement. Déclaration du directeur général du Trésor à la conférence publique du programme de formation-gestion de la politique économique. Le pays, dit-il, s'est inscrit dans une démarche prudente et efficiente de gestion de sa dette. Et nous irons dans la région du Gontougo où le taux de scolarisation est jugé satisfaisant. La ministre de l'Éducation nationale en déplacement dans la région salue les efforts des acteurs du système éducatif pour les résultats obtenus. Des corps sans vie de migrants ont été retrouvés dans le désert près de Dikou, dans le nord-est du Niger. Ils sont au nombre de 52. Ces migrants ont été abandonnés par leurs passeurs, craignant la répression des forces de sécurité. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sera remis demain mardi au siège de l'UNESCO à Paris. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier pour assister à la cérémonie. Il aura à ses côtés Henri Konan Bédié, Thérèse Houphouët-Boigny et d'autres personnalités, dont la directrice générale de l'UNESCO. Cette année, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est décerné au maire de la ville de Lampedusa en Italie ainsi qu'à l'ONG SOS Méditerranée en France. Ils sont récompensés pour leurs efforts déployés en vue de sauver la vie des réfugiés et des migrants. Quelle est l'histoire de ce prix qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire? Par qui et pourquoi a-t-il été institué? L'historique du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix nous est rapporté par Herman Guivé. Félix Houphouët-Boigny ou l'histoire d'une vie consacrée à la promotion et au renforcement de la paix dans son pays, mais également en Afrique et dans le monde. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur rocher. C'est en 1989, sous le couvert d'une résolution parrainée par 120 pays et adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO, que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est créé. Un hommage que lui rend l'UNESCO, l'institution internationale. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Sa signature, la quête perpétuelle du dialogue devant toutes les contingences existentielles, sujets à conflit, peu importe la couleur de la peau, l'expression de la foi. Nous ne comprenons pas quand il s'agit de l'Afrique. Dès qu'on engage un dialogue, on veut les résultats immédiats. Il faut donc engager le dialogue, comprendre la nécessité de mettre fin à cet apartheid qui nous révolte tous. Une signature incontestée et incontestable qui finira par se muer en un prix, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Bénéficiaires de ce prix, plusieurs présidents et hommes d'État, François Hollande, Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, Yitzhak Rabin, Jimmy Carter et Barack Obama, ex-président américain, le roi Juan Carlos d'Espagne. Le lauréat 2017 se nomme Giuseppina Nicolini, maire de la ville de Lampedusa en Italie, ainsi que l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée France. Une reconnaissance, fruit de leur acharnement à tenter de sauver d'une mort certaine et d'une mer furieuse des milliers de candidats à l'immigration clandestine. Des migrants prêts à tenter le tout pour le tout, le paradis n'est certes pas de l'autre côté de la rive. Dans cette désolation, SOS Méditerranée, l'ONG tente de redonner de l'espoir à ceux qui rêvent d'une vie meilleure sous d'autres cieux, au mépris du prix de leur vie et de celui de leurs enfants. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, un prix institué par l'UNESCO pour rendre ainsi hommage au premier président de la République de Côte d'Ivoire. Justement, l'UNESCO fait également la promotion du patrimoine culturel subaquatique. Ce patrimoine représente toutes les traces d'existence humaine sous la mer, les océans et cours d'eau. Et ce patrimoine présente un caractère culturel, historique ou archéologique pour veiller à la protection et à la valorisation de ces richesses. L'UNESCO invite les États africains à ratifier la Convention. Une réunion vient de se tenir à Grand Bassam, comme nous le rapporte Serge Collier.
Le patrimoine subaquatique constitue l'ensemble des richesses culturelles immergées, celles qui au fil des siècles se sont retrouvées englouties par les eaux. Cette 4e réunion régionale pour l'Afrique, initiée par l'UNESCO, vise à créer les conditions pour une meilleure protection. Comment les répertorier et surtout comment les sauvegarder. L'UNESCO propose aux États de ratifier la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine subaquatique. Cette rencontre a pour but de sensibiliser et d'informer, de mettre les pays ensemble pour partager les expériences, pour que les pays qui ont déjà ratifié la Convention et qui ont commencé à travailler à sa mise en œuvre puissent partager avec les autres les avantages liés justement à cette valorisation de ces patrimoines. Depuis 2001, 57 pays, dont 10 en Afrique, ont ratifié la Convention. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, le processus de ratification pour préserver cette mémoire engloutie est engagé en Côte d'Ivoire. En ratifiant ce traité, la Côte d'Ivoire se donne des instruments encore plus forts et peut bénéficier de l'expertise de l'UNESCO et de l'appui des pays mieux expérimentés pour mieux protéger son patrimoine subaquatique, mais également montrer tout ce qu'il y a comme bien submergé par l'eau. Présent à cette 4e réunion sous-régionale sur le patrimoine subaquatique, le ministre équato-guinéen en charge de la question dans son pays s'est également prononcé. La position de la Guinée équatoriale d'assister dans cette importante réunion et d'amener la confirmation de la Guinée équatoriale d'ici avant fin de l'année, on va ratifier cette convention de patrimoine subaquatique. Cette 4e réunion internationale a réuni une quinzaine de pays africains. Les acteurs du secteur maritime étaient aussi en conclave. C'est la division du renforcement des capacités de la Commission économique pour l'Afrique du système des Nations Unies qui a organisé cette rencontre. Les réflexions portées sur la gestion des ressources maritimes en Afrique. Explication détaillée avec Justine Seikiki. 13 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale sous juridiction africaine et un plateau continental s'étendant sur environ 6,5 millions de kilomètres carrés. D'une superficie d'environ 30 millions de kilomètres carrés, le continent africain est riche de ses ressources maritimes qui lui proviennent des océans Atlantique et Indien ainsi que des mers Méditerranée et Rouge qui l'entourent. Mais ces richesses sous-exploitées sont détournées au détriment de l'Afrique. Ce sont 42 milliards de dollars de ressources qui sont détournées chaque année. Conscient de cette situation, l'Union africaine promeut aujourd'hui l'économie bleue, c'est-à-dire l'exploitation rationnelle des ressources maritimes pour le développement de l'Afrique. Cette rencontre panafricaine d'échange d'expériences sur la gestion de la mer et de ses ressources, qui se tient à Abidjan durant 3 jours, vise à aider à l'élaboration des politiques et outils de développement de l'économie bleue. Il n'y a pas de développement sans politique claire, mais il faut aussi des instruments juridiques appropriés pour accompagner ces politiques. Il faut des codes de la marine marchande. Donc nous sommes là pour accompagner les États dans la manière de se doter des politiques maritimes, mais aussi dans la manière de se doter des instruments qui vont permettre la mise en œuvre, la mise en musique de ces politiques maritimes. La Côte d'Ivoire, qui souscrit à cette donne, se dit prête à relever le défi. La gouvernance d'un tel potentiel est un défi majeur pour le continent. Pour sa part, la Côte d'Ivoire, pays côtier, qui veut bien assumer sa vocation maritime, est prête à relever le défi. Cette rencontre sur la gouvernance des ressources et des activités maritimes pour le développement durable, animée par des experts en la matière, est organisée par la division du renforcement des capacités CDD de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, du système des Nations Unies. Un nouveau projet est en vue pour le développement de l'aéroport d'Abidjan. Le ministre des Transports, Amadou Koné, en mission en France, multiplie les séances de travail avec des opérateurs économiques pour la relance du projet Aérocité. Le but est clair, donner une nouvelle image à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial en France. Voici ce à quoi va ressembler le domaine de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans les 5 prochaines années.
Un vaste projet dénommé Aérocité qui vient booster le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout qui fera du plus grand aéroport ivoirien la plaque tournante de la sous-région. Ce projet d'aéroport moderne et modèle a été au centre de cette séance de travail entre le ministre Amadou Koné et des opérateurs économiques en charge de la mise en œuvre du projet. Les deux parties sont accordées sur les dispositions à prendre avant le lancement d'Aérocité. C'est un projet qui vise à accompagner à la fois le développement urbain d'Abidjan et à la fois le développement de l'aéroport. Donc ce projet va à la fois comporter des dimensions d'activité économique, résidentielle, culturelle, qui sera à la couture entre la ville d'Abidjan et la zone aéroportuaire. Ce projet sera réalisé sur une superficie de 3600 hectares dans la zone aéroportuaire. Mais les délais d'exécution et les coûts sont en pleine finalisation selon les experts du groupe Aegis. En plus de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le projet Aérocité prendra en compte l'aéroport de la ville de San Pedro. Le ministre Amadou Koné a présenté également à la délégation du groupe Aegis les grands projets du gouvernement pour le développement du transport en Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine aérien. Pour ces 2 prochaines années, l'État de Côte d'Ivoire, selon le ministre Amadou Koné, entend réaliser une deuxième piste d'atterrissage et agrandir l'actuel terminal. Des projets pour mieux accueillir les 2 millions de passagers et surtout les vols directs en provenance des États-Unis d'Amérique et de plusieurs autres destinations. On en arrive au sujet développé par le directeur général du Trésor. C'était à la conférence publique du programme de formation et gestion de la politique économique. Il s'est prononcé sur le thème « La Côte d'Ivoire face au risque de surendettement post-IPPTE » pour Jacques Assaoré. Il n'y a pas d'inquiétude. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une démarche prudente et efficiente de gestion de sa dette et ne court donc pas aucun risque de surendettement. Les explications de Jean-Jacques Kwambi. La Côte d'Ivoire, face au risque de surendettement post-initiative pays pauvres très endettés PPTE. C'est le thème de la conférence prononcée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Pour Jacques Assaoré, la récente mobilisation sur les marchés financiers internationaux de 1140 milliards de francs CFA, dont une partie destinée au remboursement des anciens eurobonds, a ravivé ce débat. Le conférencier reconnaît que depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés en juin 2012, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un allègement de sa dette. 4 090 milliards de francs CFA ont été annulés. Et pourtant, le stock de la dette connaît une hausse. Il est passé de 4 679,6 milliards de francs CFA à fin 2012 à 8 985,2 milliards à la date du 31 mai 2017. Cette hausse de la dette, poursuit le conférencier, s'explique par l'investissement réalisé dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur des infrastructures et surtout par les mesures prises pour éviter le surendettement de la Côte d'Ivoire. Explication. Aujourd'hui, notre ratio de l'endettement rapporté au PIB, il est contenu dans les normes. En dessous de 70%, en dessous de 49% de normes fixées par la communauté internationale. Est-ce qu'on s'endette trop cher? Non. Est-ce que nous courons vers un risque de financement? Non. Notre maturité moyenne, elle est de 6 ans. On me dira, mais on voit que vous prenez l'argent et vous nous dites que vous ne courez pas vers un risque de surendettement. Je l'ai dit, la réponse, quand vous créez la richesse, vous êtes en mesure de rembourser. Toutes ces mesures précises, Jacques Assaoré, doivent être renforcées pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir un taux de croissance économique annuel d'environ 9%, un taux dont les retombées devront profiter à la population. Une mission du ministère des Affaires étrangères est en route pour le Libéria. La délégation avec le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, vont rencontrer les Ivoiriens encore réfugiés dans les camps à la frontière ivoiro-libérienne. Le compte rendu de notre envoyé spécial Alexis Rouitraogo. 8 heures ce lundi, siège du Haut Commissariat des réfugiés à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce matin, les membres de la mission gouvernementale en route pour le Libéria se réunissent avant le départ. 5 jours à visiter des camps de réfugiés encore occupés par des Ivoiriens dans la périphérie de la frontière ivoiro-libérienne.
Au programme, des rencontres avec autorités et réfugiés, de la sensibilisation et encore de la sensibilisation. La majorité, comme vous savez, des réfugiés à l'extérieur sont rentrés et il y a une forte volonté de nos compatriotes à rentrer. Et donc la mission vise à leur dire effectivement, toutes les conditions sont réunies, vous pouvez venir. 8h30, le HCR précise les dispositions sécuritaires. Un peu plus loin, le chef de la délégation achève les derniers réglages. La mission décolle. Elle avale un peu plus de 100 km sur piste avant d'atteindre la ville de Pékin. En dépit des opérations de rapatriement volontaire régulièrement organisées, on compte à ce jour près de 16 174 réfugiés ivoiriens au Libéria. Dans le cadre de cette mission, des rencontres seront organisées avec les autorités ivoiriennes, des visites de camps, de PTP et de Janson qui accueillent respectivement 6 686 et 634 réfugiés devraient être effectuées. Pour finir, une réunion technique tripartite sera organisée. Elle devrait permettre de trouver des solutions définitives aux défis liés au processus de rapatriement volontaire. Après un an à la tête du Rotary Abidjan-Biétri, Marie-Bernadette Amoa Kofi passe la main à Raymond Kouakou. La passation de flambeau a eu lieu au cours d'un dîner gala en présence des ministres Bruno Koné-Nabagné et Mariatou Koné. Le nouveau président envisage de mener plusieurs actions, dont la lutte acharnée contre la cataracte en Côte d'Ivoire. Issa Tchonayeo. Passation de flambeau au Rotary Abidjan-Biétri. Raymond Kouakou prend les rênes du club service en remplacement de Marie-Bernadette Amoa Kofi en fin de mandat. Le nouveau président du Rotary Abidjan-Biétri promet de continuer l'œuvre de ses prédécesseurs et de faire de la lutte contre la cataracte son cheval de bataille. Conformément au PLD, j'inscrirai mon action dans la continuité. Pour notre part, nous mettrons l'accent sur la lutte contre la cataracte. Ce mal qui fait toujours autant de mal dans notre pays et qui affecte bon nombre d'Ivoiriens. Des actions seront également réalisées dans le domaine de l'éducation pour soulager les élèves et les familles en difficulté, ainsi que dans celui de l'eau et de l'assainissement. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité salue les nombreuses actions posées par le Rotary Abidjan-Biétri. 25 ans après sa création, le Rotary Club Abidjan-Biétri se positionne comme l'un des clubs les plus dynamiques par ses actions de grande envergure au profit des populations en matière de santé, d'éducation, de cohésion sociale et d'autonomisation de la femme. Merci à toutes ces femmes et à tous ces hommes du club qui œuvrent chaque jour pour un mieux-être des populations. Raymond Kouakou prend fonction le 1er juillet prochain pour un mandat d'1 an. Le Rotary Abidjan-Biétri a 25 ans. Un quart de siècle célébré au cours de ce dîner gala. Nous partons pour la région du Gontougo où le taux de scolarisation est jugé satisfaisant. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, en déplacement dans cette région, a salué les efforts des acteurs du système éducatif pour les résultats obtenus. Kandia Camara a fait son adresse au cours d'une cérémonie organisée par l'Association des femmes battantes de Tabagne. Victorine Yaoyoboué, Herman Divi. En 2011, au sortir de la crise post-électorale, le Gontougo avait l'un des taux les plus bas en termes de scolarisation. La région du Gontougo détenait ainsi la palme des grossesses en milieu scolaire, ce qui explique le lancement en 2014 de la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire depuis Bandoukou. 6 années après, la ministre de l'Éducation nationale est de retour dans le Gontougo, précisément à Tabagne, pour évaluer le taux de scolarisation dans la zone. C'est donc un satisfecit auquel les enseignants et les autorités du Gontougo ont eu droit de la part de Kandia Camara. Je voudrais d'abord féliciter mes parents du Gontougo, féliciter mes parents du Zanza. Parce qu'avant, quand on regardait le taux de scolarisation dans le grand district du Zanza, je peux dire ici aujourd'hui, avant je n'osais pas le dire, mais le Zanza venait après tous les autres districts. Le taux de scolarisation était bas. Surtout en ce qui concerne les filles. Mais aujourd'hui, grâce à la politique du président Alassane Ouattara, mais grâce à vous tous,
Aujourd'hui, le Zanza fait partie des districts qui sont en tête en termes de taux de scolarisation. Mais surtout aujourd'hui dans le Zanza, vous avez des villages où il y a plus de filles à l'école même que de garçons. Grâce à tout le monde aujourd'hui, le taux de grossesse a beaucoup baissé. On n'est pas encore à 0 grossesse parce que c'est ça notre objectif. Et ça, il faut vous applaudir pour ça. La ministre de l'Éducation nationale a saisi ce cadre offert par l'Association des femmes battantes de Tabagne pour les inviter à déclarer les enfants à l'état civil, car le manque d'extrait de naissance constitue un autre frein à la scolarisation des enfants. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, cadre de la région, a salué les actions de sa collègue dans le Gontougo afin de relever le niveau de l'éducation des enfants. L'école étant obligatoire, Kobena Kwasi Adjoumani et le conseil régional du Gontougo entendent construire des écoles. Ainsi, 4 établissements, dont un collège à Amanvi, sont disponibles pour la rentrée prochaine. Et on passe maintenant à la cérémonie de distinction des acteurs du développement, cérémonie organisée par Ivoire Prestige Communication, IPSCOM. La structure a distingué les as du développement en Côte d'Ivoire, dont des agents de la RTI. Christy Omondé, Abou Sanogo. Le mérite est célébré au district d'Abidjan. Plus d'une vingtaine de personnes issues de plusieurs secteurs d'activité ont vu leurs efforts récompensés. Ces acteurs de développement ont donc reçu des prix, initiative d'une structure de communication de la place en vue de les encourager à s'illustrer davantage pour des actions concrètes. Nous nous sommes inscrits résolument dans ce que le chef de l'État appelle, n'est-ce pas, l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est chacun à son niveau. Et donc nous essayons de faire comprendre aux gens qu'il est tout à fait normal qu'on essaie de primer des gens qui s'illustrent de la plus belle manière. C'est pourquoi chaque année nous nous retrouvons pour célébrer, n'est-ce pas, pour honorer et donner des prix à des acteurs du développement pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Cette distinction est la reconnaissance de leur mérite. Ça fait mon deuxième prix parce que j'ai eu le prix du meilleur administrateur des services financiers de Côte d'Ivoire en 2012. Un prix comme une récompense est toujours une invite à mieux faire. C'est un défi. Je suis heureux, je suis content de recevoir ce prix, doublement content parce que je ne suis pas seul. La RTI est triplement représentée à cette cérémonie de distinction. Ces prix sont une invitation à faire encore mieux. Nous sommes donc à la disposition de tous les Ivoiriens pour toujours distiller les infos qu'il faut. Cette décoration nous galvanise. Ça veut dire que quelque part on s'est dit tout ce qu'on fait est suivi et apprécié par ailleurs. Une cité qui triple sa population en moins de 20 ans, il y a des besoins énormes. Il y a des défis énormes à relever et pour nous, le sens de ce prix, c'est de nous mettre au travail. Pour l'édition 2017, le super prix Alassane Ouattara a été décerné au maire de la commune de Benjéville. Et tout est bien qui finit bien. Depuis hier, jour de la fête du Ramadan, les femmes sunnites ont libéré la mosquée principale de Mans, mosquée qu'elles occupaient depuis le 7 juin dernier. Une issue heureuse trouvée grâce à la médiation du directeur général des cultes et des autorités locales. Explication avec Eve Bouy. C'est aux aurores du jour de la fête de Ramadan que les femmes qui occupaient illégalement la mosquée sunnite du quartier de Moro sont parties. Seule présence sur les lieux des éléments des forces de l'ordre pour assurer la sécurité du site. Il est bon de rappeler que ce site, objet principal d'une crise au sein de la communauté sunnite de Mans, avait été fermé par les autorités administratives locales depuis plus d'1 an, et cela suite à des bagarres ayant occasionné de nombreux blessés et des dégâts matériels importants. Les négociations pour une sortie heureuse du conflit sont toujours en cours. Et le directeur général des cultes, qui a déjà effectué 2 fois le déplacement à Mans, dit être confiant pour la suite et sera ici sous peu. Espérons que d'ici là, la sagesse d'Allah inspire les 2 parties opposées pour enterrer définitivement la hache de guerre. Et la fête du Ramadan célébrée hier, Konaté Ngana s'est rendu dans certains foyers dans la ville de Daloa où des chefs de famille n'ont pu offrir à leur progéniture le repas en ce jour de partage de la fête donc du Ramadan. D'autres, plus chanceux, ont pu profiter de la générosité de leurs voisins. Dans certains foyers, l'inquiétude se lit sur le visage. Assis devant sa porte tout triste,
Ce père de famille a juste été à la prière collective de la matinée et pour le repas de midi, sa famille se contentera d'un poulet obtenu grâce à la générosité des voisins. Moi-même, je n'ai rien. Vraiment, je remercie les gens là, ceux qui m'ont donné quelques poulets et puis quelques habits là pour porter mon enfant là. Non, c'est ma femme qui est là. Non, moi-même, je n'ai rien. Traoré Lassina, maçon de profession et père de 4 enfants, n'a pu offrir à sa famille le repas en ce jour de Ramadan. En bon musulman, il ne se plaint pas. Il n'y a pas moyen de trouver quelque chose dans ma famille, mais je crois en Dieu. Si tu as dit à Tabassi, je veux gagner, je voulais donner à ma famille. Pour la grande majorité de ces personnes démunies, le seul moyen d'obtenir un morceau de viande est d'espérer recevoir des plus riches qui, selon la religion, doivent en distribuer une partie aux nécessiteux. Et conformément à la loi islamique, qui est la zakat al-fitr, qui est de donner 2,5 kg de riz en fonction des têtes de tes membres de la famille que tu nourris, dont tu as la charge, et faire don de ces 2,5 kg en plus de quelque chose à une famille désœuvrée, afin que cette famille puisse s'égayer et passer une bonne fête de Ramadan. Donc c'est cet acte de générosité, selon la loi islamique que je viens de poser. Les démunis trouvent avec la fête du Ramadan une bouée de sauvetage. Mieux, les portes des voisins leur sont grandement ouvertes et la viande cesse au moins pour un court instant d'être un aliment de luxe. Voilà, fini donc la fête du Ramadan. Place au festival de l'Adaye Kassié qui se tiendra en octobre prochain. En prélude à cet événement, les initiateurs sont allés rencontrer les différents chefs de province ainsi que le roi des Brons. Sachez que ce festival est le plus important événement culturel du peuple bron, comme nous le rapporte Serge Koléa. C'était en 2016. L'Adaye Festival reprenait ses droits à Tabagne après 31 ans d'interruption dus à des conflits de succession au sein du royaume bron. Retour gagnant pour cet événement culturel de la vie des participants. L'édition 2017 s'annonce grandiose. C'est pourquoi le comité d'organisation, avec à sa tête le commissaire général Bini Daouda Ouattara, est allé à la rencontre des différents chefs de province du royaume. Objectif, leur porter l'information et aussi bénéficier de leur bénédiction pour la réussite de cet événement. L'Adaye est important parce que chaque province constate le bilan. Et c'est à l'Adaye où chacun fait le bilan général au roi. La délégation conduite par Bini Ouattara s'est rendue dans les 5 provinces du royaume bron. L'Angobia, le Famoussa, la Kidom, le Pinango et l'a unifié, la province du roi. Dans toutes les provinces visitées, la délégation a eu l'assurance de l'adhésion totale des différents chefs de province. C'est l'affaire par excellence au niveau des Brons. Personne ne doit, sinon nul ne doit justifier son absence. C'est une affaire presque obligatoire parce que nous allons faire le point de l'année et dégager aussi les perspectives au niveau de l'année future. L'Adaye Kassié est célébrée 12 jours après la fête de l'Ignam. Sur invitation du roi, le peuple se retrouve pour des moments de réjouissance. C'est surtout une occasion de faire allégeance à son roi, lui témoigner sa reconnaissance. En décidant de faire de cet événement un festival, les initiateurs entendent promouvoir les valeurs culturelles bron afin d'attirer les touristes dans cette localité. Je l'annonçais en début de journal, des corps sans vie de migrants ont été retrouvés dans le désert près de Dirkou, dans le nord-est du Niger. Ils sont au nombre de 52. Ces migrants, 75 au départ, étaient à bord de 3 véhicules, mais ont été abandonnés par leurs passeurs, craignant la répression des forces de sécurité. D'autres migrants sont encore portés disparus. Il y a 2 semaines, 92 migrants qui avaient eux aussi été abandonnés par leurs passeurs ont été recueillis par des patrouilles des forces armées
l'armée nigérienne. Et pendant ce temps, aux États-Unis, la Cour suprême rétablit partiellement le décret migratoire très controversé du président Donald Trump, décret qui avait été suspendu, vous vous souvenez, par plusieurs juges. Le décret donc qui interdit l'entrée aux États-Unis aux pays majoritairement musulmans, à savoir la Syrie, la Libye, l'Iran, le Soudan, la Somalie et le Yémen, s'applique désormais vis-à-vis de quiconque n'ayant pas établi de relation de bonne foi avec une personne ou une entité aux États-Unis d'Amérique. Au moins 6 personnes sont mortes et 31 sont portées disparues après le naufrage en Colombie d'un bateau promenant environ 170 passagers sur le lac de Guatapé, un site touristique dans le nord-ouest du pays. Les personnes décédées sont toutes de nationalité colombienne. Selon le président, le bateau a coulé pour une raison encore inconnue et 3 jours de deuil ont été décrétés par la municipalité de Guatapé. Avant de finir ce journal, je rappelle que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sera remis demain mardi au siège de l'UNESCO à Paris. Le président Alassane Ouattara, vous le savez, a quitté Abidjan hier pour assister à cette cérémonie. Il aura à ses côtés Henri Konan Bédié, Thérèse Houphouët-Boigny et la directrice générale de l'UNESCO et bien d'autres personnalités. Cette année, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est décerné au maire de la ville de Lampedusa en Italie ainsi qu'à l'ONG SOS Méditerranée en France. Ils sont récompensés pour leurs efforts déployés en vue de sauver la vie des réfugiés et des migrants. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve dans quelques jours.